Yann Abdallah, Simabio. J'avais une question pour Charlie Pichon. Je voulais savoir comment vous gériez la présence de la moule perlière dans le cadre des travaux d'effacement. Quand elle est présente sur le site, voilà, quand on sait ponctuellement les effets qu'on peut avoir quand on intervient avec des pelles comme on voyait sur les photos, comment vous gérez, comment vous avez géré ça? Là, en l'occurrence, on a travaillé à déplacer les individus qui étaient présents au pied du seuil. Donc ça nécessite quand même une grosse machine, un dossier SNPN, un protocole assez poussé de prélèvement et de fouille du substrat pour retirer toutes les mulettes, y compris celles qui sont enfouies dans le sédiment. Et donc on les a déplacés quelques centaines de mètres en amont du remous hydraulique, donc sur des secteurs qui étaient tout à fait favorables et sur lesquels on retrouve également des moules perlières. Donc à titre d'information, il y a un suivi bien sûr de l'efficacité dans le temps de ce déplacement et du taux de survie. À 6 mois, on est plutôt content puisqu'on a à peu près 80-30% des mulettes qu'on a retrouvées. On a également une valeur de 83% sur nos individus témoins qu'on suivait à l'amont. Donc à 6 mois, l'opération est plutôt réussie, en tout cas en termes de survie uniquement. Après, ça nécessite d'être poursuivi. On a quand même relativement peu d'expérience, de retour d'expérience dans le domaine. Il y en a quelques-uns en France, sur la moule perlière, sur la grande mulette ou sur la mulette épaisse, mais relativement peu quand même. Merci pour cette réponse rapide et synthétique. Madame, on vous passe le micro. Merci de vous présenter et de nous dire à qui s'adresse votre question. Martine Labonde, de Lèvres, voilà. Vous êtes, pardon, excusez-moi, on ne vous a pas bien entendu. Non, le micro fonctionne, oui, mais c'est... Martine Labonde. Et vous êtes dans quel... Vous vous situez dans votre contexte, si vous voulez. Voilà, donc je suis à la mairie de Mèvres, à côté d'Autun. En fait, ma question s'adresse à tout le monde. Vous n'avez pas parlé du problème des propriétaires qui ne peuvent pas faire face, des propriétaires de moulins qui ne peuvent pas faire face aux travaux consécutifs à l'arasement ou à l'aménagement d'un seuil de bief. Voilà. Quand vous dites qu'ils ne peuvent pas faire face pour des raisons financières. Financières. Oui, d'accord. Ok. Qui veut répondre à cette question par rapport à vos expériences respectives? Nicolas, peut-être? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre question, mais globalement, ce qu'on constate, c'est que lorsqu'on est sur des travaux d'arasement ou de dérasement, il y a plus d'entretien à faire par la suite, on n'a plus de gestion d'embac, et ce qui va avec, ça facilite grandement la vie du propriétaire, alors que lorsqu'on va sur des solutions type passe à poisson, là par contre il y a un réel entretien à faire, un passage si possible journalier. Personnellement, dans les travaux que j'ai présentés tout à l'heure, j'ai le cas avec des propriétaires vieillissants qui ne peuvent plus faire l'entretien de la passe à poisson, qui ne peuvent pas le faire. Donc effectivement, il faut trouver des solutions aussi pour se substituer à cela. Mais je vais essayer de me faire l'avocat en reformulant ce qu'a dit Madame, peut-être de manière plus générale. Voilà, concrètement, comment les propriétaires qui sont sollicités ou concernés à un moment donné par un projet d'arasement ou de restauration, comment peuvent-ils faire face à leurs obligations, j'imagine, et notamment sur le plan financier? Monsieur Cassalis, peut-être. Je voudrais affiner la question. Vous êtes propriétaire d'un moulin, d'un ouvrage, ou vous êtes juste propriétaire riveraine sur le bief ou sur l'ancien? Parce que c'est important, parce que quelque part, Nicolas a répondu pour le propriétaire d'un moulin ou d'un ouvrage qui est arasé ou qui est modifié. Mais effectivement, souvent, les propriétaires riverains, ça leur pose des problèmes que le bief soit dénoyé, qu'il n'y ait pas d'accompagnement, qu'il y ait protection de berge, n'ait pas été fait. En fait, il s'agit d'un moulin un peu... Enfin, un moulin pas classé, mais c'était le moulin d'un prieuré. Un prieuré du 9e siècle. Donc, ce prieuré était alimenté par des douves. Et donc, le bief est très très ancien. Il est antérieur au 9e siècle. Donc, c'est comme une rivière. Il mesure à peu près plus d'1 kilomètre de long. Et donc, concrètement, le patrimoine en question fait l'objet d'un projet en cours ou est concerné par un, projet? Il est classé Grenelle. Et donc, quelle est la problématique Donc, la problématique, soit il est arasé, soit il est aménagé. Mais bon, s'il est aménagé,
voilà, ça coûte très cher, quoi. Oui, c'est les conséquences financières sur lesquelles nous revenons. Voilà la problématique concrète. Est-ce que vous avez des recommandations, des suggestions à faire, madame? La difficulté, c'est qu'effectivement, les partenaires financiers recherchent la fonctionnalité du cours d'eau, et eux ne sont pas là pour restaurer le fonctionnement du moulin hydraulique à l'état identique tel qu'il existait et tel que le droit d'eau, le règlement d'eau le faisait. Donc c'est vrai que l'agence de l'eau ou certains partenaires ne financeront pas la remise en état à l'identique. Et donc si les riverains souhaitent effectivement remettre à l'identique son cours d'eau, ce qui ne dispense pas d'assurer la continuité écologique, c'est qu'il peut très bien avoir un moulin, respecter son Ça peut être compatible. avec un arrêté modificatif du droit d'eau, on va intégrer le dispositif de continuité écologique. Et donc, de ce fait, il y a un volet qui devient à la charge du... Voilà, c'est-à-dire qu'il sera financé uniquement sur le dispositif de continuité écologique, et souvent à des taux faibles, enfin taux faibles, 40% c'est déjà pas mal, ça peut même des fois aller à 60%, mais c'est plutôt 40 maintenant, et ça va aller qu'en diminuant. Donc les premiers sont toujours les mieux servis. Et c'est vrai que le reste à charge, dans le cas de la remise en état à l'identique, ou en tout cas pour une fonction autre que celle fonctionnaliste pour l'eau, c'est à la charge du propriétaire riverain, et ça coûte très cher. C'est ça. Merci madame pour votre question et ce rappel effectivement qui concerne un certain nombre de situations aujourd'hui. Une toute dernière question, parce que c'est à peu près la moyenne que je vous ai proposée jusqu'à présent. 3 questions environ par séquence. Monsieur, je vous laisse vous présenter également. Oui, bonjour, Anthony Laurent, je travaille en collectivité territoriale sur les petits cours d'eau affluents de la Vienne en Limousin. Et on a une problématique assez importante sur l'ensablement des cours d'eau. Donc ma question elle était pour M. Galmiche. Vous avez parlé d'un dispositif que vous avez appelé l'estomac et je voulais un petit peu de détails sur le fonctionnement de cet aménagement. D'accord, donc bon, on n'est pas sur un dispositif de désensablement, mais bien des matières en suspension plutôt organiques, à vrai dire. Et donc on était sur un site à fort enjeux patrimoniaux également, avec à l'aval des enjeux liés à la muette épaisse, avec un fort colmatage du substrat. Et donc on a travaillé notamment avec M. Cosilis et le 3E pour réfléchir à un dispositif, vu l'emprise qu'on avait, qui permettent de faire décanter très rapidement les MES. Donc on a un système avec un bypass et on a essayé d'agréger plusieurs systèmes avec des fonctions qu'on connaît, donc avec une grosse zone de dépôt au départ qu'on appelle l'estomac. Après on a un système d'intestin avec des fascines mortes et vivantes, et puis après on peut parler des reins avec un filtre à sable qui permet d'abattre une bonne quantité des MES. En tout cas on va le vérifier très prochainement. Ça a l'air de fonctionner visuellement. Voilà, j'ai essayé de résumer ça assez rapidement. Merci, c'est très bien résumé. Merci Nicolas. Juste une dernière question peut-être à Pierre Durlet ou à Samuel Delacroix, c'est lui qui a évoqué ça en parlant du fait qu'il fallait bien faire l'inventaire au départ de tous les acteurs qui peuvent être concernés à un moment ou à un autre. Alors est-ce que vous disposez d'outils par rapport à ça? Est-ce qu'il existe une nomenclature pour n'oublier personne? Parce qu'on voit bien que d'une région à l'autre, d'un bassin à l'autre, il y a plein d'activités qui sont très très diverses. Il y a plein d'associations probablement préexistantes ou en sommeil quelque part qui peuvent se réveiller à un moment. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un outil, est-ce qu'il y a des grilles de lecture de ce type de population? Est-ce qu'il y a un inventaire, une nomenclature qui existe? Pas à ma connaissance. Non. Parce qu'à vous entendre, ça mériterait presque d'exister. Hein. On sent bien qu'il peut y avoir un partage de connaissances en la matière qui serait intéressant. En fonction des territoires, on l'a vu dans les présentations, c'est très variable. Nous, par exemple, on n'a pas, avec les professionnels, par exemple, on a très peu. Les rives des cours d'eau sont quand même assez sauvages. Mais non, moi, à ma connaissance, il n'y a pas d'outils de ce type. Alors ça peut être une suggestion, on peut constituer une sorte de to-do list commune pour n'oublier personne dans les contacts en amont, puisqu'on a bien compris l'intérêt de cet investissement très en amont de vos actions pour gagner du temps par la suite. Merci à vous pour vos interventions. On vous applaudit encore une fois le temps de votre